Alors, on va poursuivre donc notre matinée. On va enchaîner donc avec une nouvelle présentation. Le sujet des sols donc, a été cité à la fois dans cette table ronde comme un pilier, un élément essentiel et digne d'intérêt. Je rappelle aussi que lors des réflexions que l'on a conduites en région ce printemps, dans le cadre donc des travaux sur le projet de pacte et de loi d'orientation agricole en avril dernier, la gestion durable des sols avait été posée comme un pilier de la transition agroécologique, mais aussi de l'adaptation, de l'atténuation au changement climatique. Et donc pour nous éclairer sur ce sujet, il est déjà sur scène, j'accueille donc Philippe Lagacherie, ingénieur de recherche à l'INRAE, au sein du laboratoire d'études des interactions sol, agrosystème, hydrosystème. Et à vous pour 20 minutes. Merci, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de sol. On va commencer par voir un sol et sa définition, la base. Le sol, c'est un volume qui s'étend depuis la surface de la Terre jusqu'à une profondeur marquée par l'apparition d'une roche dure ou meuble et altérée. Alors, ce n'est pas ma définition, c'est la définition de l'Association française d'études du sol, pour montrer qu'on va regarder le sol dans son entièreté, pas simplement les 10 premiers centimètres et 30 premiers centimètres, pas simplement une propriété, mais le sol dans son ensemble. Ce sol, il faut savoir que c'est le produit d'une interaction qui a duré plusieurs centaines d'années, plusieurs milliers d'années, entre différents facteurs, une roche-mère, une topographie, une succession de climats, et dans les derniers âges de sa formation, d'activité biologique et d'activité également de l'homme qui vient façonner et modifier ce sol. Donc c'est cet individu sol que nous avons devant nous et pour lequel qu'il faut prendre en compte pour n'importe quelle décision que l'on prend, en particulier des décisions concernant l'adaptation au changement climatique. Alors on a parlé beaucoup d'eau à la précédente table ronde comme un facteur clé par rapport à l'adaptation au changement climatique. Et donc je rappelle que le sol joue par rapport au cycle de l'eau des rôles majeurs à travers différents processus que je rappelle ici. L'infiltration de l'eau, c'est-à-dire la capacité d'amener l'eau de pluie aux cultures, les capacités de rétention, de stockage d'eau, et également les capacités de restitution de l'eau vers les nappes et vers les cours d'eau. Tout cela, c'est régi par le sol, ce sol qui est à cet endroit et qui peut changer beaucoup. Alors bien sûr, tous ces processus font que quand on les regarde de près, quand on regarde leur influence, on peut dire que les sols ne naissent pas égaux quant à leur impact sur le cycle de l'eau. Tous ces processus de formation du sol font que ce soit pour l'infiltration, la rétention et le drainage, on peut citer des propriétés spécifiques du sol qu'il faut particulièrement prendre en compte et qui vont avoir un impact majeur sur la capacité du sol à faire fonctionner ces processus et à remplir le rôle d'acteur du cycle de l'eau. Donc je vous ai donné ces propriétés dans ce petit tableau. Une autre chose qu'il faut bien avoir en tête quand on parle d'adaptation, on parle bien sûr de gestion du sol pour améliorer ses capacités par rapport au cycle de l'eau, pour améliorer sa résilience. Il faut savoir que toutes les actions qui sont promues, et il y en a beaucoup, je ne vais pas toutes les détailler ici, toutes les actions qui sont promues doivent être raisonnées en fonction des caractéristiques du sol, parce que les sols ne répondent pas de manière égale au changement de pratiques culturales.
Pour s'en convaincre, je vous donne simplement un exemple tiré de la littérature. C'est mes collègues australiens qui ont travaillé sur l'impact d'une augmentation de 1% en carbone du sol sur les capacités de rétention du sol. Et vous voyez dans ce graphique qui indique les millimètres qu'on peut gagner en augmentant la concentration en carbone du sol, vous voyez qu'on n'a pas les mêmes résultats en fonction de la texture du sol. Et là, dans ce cas-là, c'est surtout les sols sableux qui peuvent bénéficier d'une augmentation du carbone du sol. Donc, en fait, il faut aussi tenir compte de ça. Donc, en fait, la proposition que je fais par rapport à comment envisager le sol dans ce mécanisme général d'adaptation au changement climatique, l'idée, c'est de raisonner et d'optimiser l'allocation des mesures d'adaptation au changement climatique, quelles que soient ces mesures, en fonction des caractéristiques du sol. Ne pas appliquer une méthode sur l'ensemble d'une zone, mais essayer de la territorialiser en fonction des caractéristiques de sol que vous avez en face de vous sur votre territoire. Alors naturellement, ceci se heurte à une première question qui vient tout de suite à l'esprit. Oui, mais comment connaître ces caractéristiques? Bien sûr, comment connaître précisément les sols et les variations d'une façon suffisamment précise pour qu'en fait on puisse s'en servir de façon à effectivement territorialiser les mesures d'adaptation qui sont devant nous et qui nous sont possiblement disponibles. Alors là, on se heurte à ce problème-là. Je vous ai simplement donné un exemple. Je suis sûr qu'en tant que conseiller agricole, vous en avez plein dans votre tête. Là, c'est l'exemple de notre site d'étude dans l'Hérault, un bassin versant d'1 km², où je montre que là, sur une toposéquence, par rapport aux facteurs que l'on a de formation du sol, qui sont là des géologies très différentes, des topographies très différentes, et bien sur une toposéquence de quelques centaines de mètres, on peut avoir des sols vraiment très différents, donc des morphologies de sols très différents. Et ces morphologies de sols très différents, ben, ça se traduit fatalement par des comportements, notamment vis-à-vis de l'eau, qui sont également très très différents, tant par rapport à l'accès à l'eau que également aux capacités de rétention. Et donc il faut vraiment prendre en compte à ce degré de finesse les sols pour pouvoir utilement faire des mesures d'adaptation à l'échelle d'un territoire. Alors, traditionnellement, l'outil majeur pour accéder à cette connaissance, c'est la cartographie des sols. Donc c'est pratiqué par certains experts en France, des pédologues, pédologues cartographes qui se baladent sur le terrain, qui produisent des cartes avec différentes façons de faire, mais en gros, on fait des prospections à la terrière, et puis après, on délimite des unités homogènes, et on fait après des fosses pour pouvoir caractériser les sols. Je suis sûr que vous connaissez un petit peu tout ça. Le problème, c'est que quand on regarde l'état d'avancement de ces cartes de sol, là, je vous fais un petit état d'avancement sur la France. Nous avons quelque chose qui n'est pas satisfaisant par rapport aux objectifs que je vous ai brossés tout à l'heure, à savoir que, certes, on a une couverture exhaustive du territoire, mais elle n'est faite que par rapport à une échelle très grossière. On a des référentiels régionaux pédologiques au 250 millième. Je vous montre ici l'Occitanie, où on a effectivement ce référentiel régional pédologique. C'est une information, mais pas à la hauteur des enjeux territoriaux que je vous ai présentés par ailleurs. On a des cartes à différentes échelles aussi, qui sont accessibles, mais qui ne couvrent pas de façon exhaustive et plus précise le territoire français. Alors si on veut résumer la situation dans laquelle on a des résolutions spatiales qui sont notoirement insuffisantes sur l'ensemble du territoire français, et notoirement de l'Occitanie. Et également, on a des documents qui sont
parfois qui laissent un peu rêveurs les conseillers agricoles parce qu'ils ont du mal à les interpréter, notamment par rapport aux propriétés qui peuvent les intéresser, comme la réserve utile du sol. Et puis, dernier problème, c'est souvent qu'ils ne sont pas facilement accessibles. Elles sont souvent dans des placards, pas numérisées. Et donc, on a un problème d'accès à l'information pédologique. Donc, en fait, l'alternative à ça, ou le complément, c'est de développer des méthodes de cartographie des sols qui permettent une couverture exhaustive des territoires avec une grande précision et un coût d'investigation acceptable. C'est un objectif que l'on a poursuivi dans ces dernières années. Et ce que je voudrais partager avec vous dans cette deuxième partie d'exposé, c'est quelques solutions qui émergent et qui peuvent commencer à apparaître sur un plan préopérationnel et transférable au service de l'adaptation au changement climatique. Ces deux types de méthodes sont la cartographie des sols par modélisation statistique et la cartographie des sols participative. Donc je vais essayer de résumer où on en est sur ces deux aspects. Cartographie des sols par modélisation statistique, rassurez-vous, c'est la seule équation que je vais vous montrer de tout l'exposé. Ça part d'une idée simple que je vous ai déjà exposée, c'est que le sol, c'est le produit de différents facteurs de formation. Si on n'a pas la carte des sols, peut-être qu'on a la carte de ces facteurs de formation. Et que si on a cette carte avec ces cartes, en combinant ces cartes, on va pouvoir prédire les sols. C'est exactement l'idée de la cartographie des sols par modélisation statistique, où en fait, on envisage qu'un sol peut être prédit par un certain nombre de facteurs que vous voyez ici, qui sont des données environnementales spatialisées en liaison avec la formation des sols, peut être prédite également en réutilisant les cartes pédologiques que l'on a, parce qu'on en a quand même, il faut tenir compte de l'information existante. Et donc, on va essayer de construire une fonction de prédiction à partir de tous ces facteurs. Alors, comment on construit cette fonction de prédiction? En fait, en utilisant de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est simplement présenter à un algorithme un certain nombre de cas résolus. Alors là, les cas résolus, pour nous, c'est des sites que l'on connaît parce qu'on a des profils qui ont été faits par le passé avec des valeurs connues de propriétés de sol et qu'on peut rattacher à un certain nombre de données environnementales. Et on va présenter à l'algorithme qui va apprendre automatiquement pour construire une fonction. Et une fois qu'on aura appris cette fonction, on va l'appliquer sur l'ensemble du territoire sur lequel on veut l'appliquer, de façon à pouvoir construire une carte des sols. Alors, une chose très intéressante et un sous-produit de cette approche, c'est cette erreur estimée, qui est importante parce que ça nous permet de savoir où on en est de la cartographie. Pas simplement de dire, voilà, tel type de sol, c'est ça, mais également, voilà, avec quelle incertitude je peux vous donner cette information. Ce qui est très important pour programmer la suite de l'effort par rapport à la caractérisation des sols, puisqu'on aura tendance à aller chercher des informations sur les zones où on en connaît le moins. Alors, petit exemple très rapide d'application dans notre région. Là, on a divisé la région en 4. Vous avez sur la partie côtière l'effort que l'on a fourni en rassemblant toutes les données nécessaires pour faire l'exercice que je viens de vous présenter, à la fois des données environnementales qui vont être candidates à la prédiction des sols, mais également des observations de sol. Là, on a fait un énorme moissonnage de données par rapport à ce qu'on connaissait, notamment ces dernières années, puisqu'on est passé de 1300 données à plus de 9000 données, grâce notamment à un programme de mobilisation des études anciennes qui avaient été faites par le baron Languedoc dans les années 55-90. Donc, avec ça, on entraîne nos algorithmes et à titre d'exemple, voilà le type de carte que l'on peut obtenir. Alors, je vous donne simplement un extrait de la carte ici pour une région qui se situe à l'ouest de Montpellier, où on peut voir que l'on arrive à une cartographie de la réserve utile qui commence à être relativement précise et pourrait être utilisée, mobilisée pour mieux raisonner les adaptations au changement climatique. Et comme je vous disais tout à l'heure, un des sous-produits, c'est cette carte-là qui va avec,
qui est l'incertitude associée à cette prédiction et qui peut éventuellement servir à programmer les nouveaux efforts pour obtenir cette carte. L'intérêt que l'on a, c'est que, à la différence de la carte pédologique avant, où il y avait un pédologue qui passait, qui faisait sa carte, et puis on n'en parlait plus, la carte restait toujours la même, ici, on a un processus itératif, où en fait, on peut, une fois qu'on a la carte, si on n'en est pas satisfait, on peut aller revenir et remettre de l'information pour refaire tourner un algorithme et donc améliorer la précision de la carte. Donc voilà pour cette première façon de faire, cette première solution, avec une perspective à court terme qui est maintenant un transfert de méthode vers des opérateurs que j'appelle non académiques, c'est-à-dire qu'on sort des labos de recherche, et notamment actuellement, on a une action avec la Chambre régionale d'agriculture d'Occitanie pour faire ça sur la région. On l'a aussi dans le Grand Est, les bureaux d'études également sont mobilisés. Alors pour ce qui concerne l'Occitanie, l'idée c'est vraiment d'obtenir dans les années qui viennent des données sur l'ensemble de la région. Vous avez vu que pour l'instant on n'a qu'une partie de la région, on voudrait généraliser ça. Et en fait, tous ces produits seront disponibles via l'infrastructure de données géographiques régionales qui s'appelle OpenIG, que vous connaissez sans doute. Et l'idée c'est que ces données puissent être accessibles à tout le monde. Deuxième idée, deuxième approche qui est dans les tuyaux, c'est la cartographie des sols participative. Alors c'est une démarche que l'on a déjà testée sur pas mal de territoires en France, en Occitanie et même très loin d'ici, puisqu'on l'a testé aussi en Inde. Alors le principe, en fait, les hypothèses, c'est tout simplement... vous allez me dire, on aurait dû peut-être s'en apercevoir avant, mais c'est que les agriculteurs détiennent une connaissance de leur sol qui peut être mobilisée pour produire des cartes de sol plus précises que ce que l'on a actuellement. Et la deuxième idée, c'est que cette carte, non seulement elle sera plus précise, mais si en fait elle est co-construite avec les agriculteurs, on a plus de chances qu'elle soit appropriée et utilisée par les décideurs. Dans ma carrière, j'ai vu beaucoup de cartes pédologiques très bonnes, qui ont été faites par des experts pédologues très bons, mais qui ont été complètement oubliées et qui sont sous-utilisées parce que simplement elles n'ont pas été appropriées. Et c'est, je pense, quelque chose qui pourrait être pallié par ces cartes participatives. Alors l'idée, c'est de faire des ateliers participatifs avec les agriculteurs en leur demandant tout simplement, avec leurs mots, de co-construire une typologie de sol. Donc on réunit les gens et ils débattent des catalogues de sols sur leur territoire et on a un tableau et on recueille leurs données. Deuxième action, qui peut être un atelier juste après, c'est non seulement on leur demande de définir leur sol, mais une fois qu'ils les ont définis, on leur demande de les localiser. Alors on a construit une application informatique particulière qui permet aux agriculteurs de travailler. Là vous voyez une agricultrice en action qui est en train de localiser les sols qui sont là. Donc voilà ce que ça donne, une typologie. Alors cette typologie, je voudrais faire 3 remarques. La première, c'est qu'elle est détaillée. Donc on a bien vérification de l'hypothèse que les agriculteurs ont une connaissance détaillée des sols de leur région, sans doute plus détaillée que ce que l'on peut estimer au départ. On a des caractéristiques qui se rapprochent de ce que nous, pédologues, on travaille, c'est-à-dire des textures, des couleurs et des choses comme ça, mais plus que ça, on a également des caractéristiques comportementales qui sont très intéressantes. Les sols sont séchants, les sols se clavent, les sols, il y a des problèmes de travail du sol, enfin tout ça, c'est des choses qu'ils ressentent et qui sont vraiment très complémentaires et qui permettent d'avoir une vision très fine des fonctions du sol et des comportements du sol que l'on peut avoir. Localisation, voilà un exemple de localisation où on a sur un territoire les différents types de sols qui sont localisés, avec des fonctionnalités de l'interface qui ont été validées par les agriculteurs. On s'aperçoit tout de même que par rapport à la grande variété de sols qu'ils nous donnent, ils ne sont pas tous zonés ces sols-là, parce que souvent ils ne sont pas à la même échelle. Des fois, ils ont des
petites zones qui sont très importantes pour eux, mais qui ne représentent pas forcément des grandes surfaces. D'où l'intérêt de faire ce deuxième exemple. Donc, bien sûr, l'intérêt, ce n'est pas simplement de prendre l'information des pédologues, mais des agriculteurs, mais également de la mettre en synergie avec les informations plus académiques des pédologues. Et donc, la confrontation avec les observations pédologiques de terrain est indispensable. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous avons fait. Et en fait, on s'aperçoit que deux choses. D'une part, la typologie d'agriculteurs est généralement quand même moins détaillée que la typologie des pédologues. C'est parce qu'en fait, il y a un tri qui est fait en fonction des usages qui fait que certaines différences de propriété n'ont peut-être pas autant d'importance pour les agriculteurs qu'ils ne l'ont pour nous qui mettons tout à peu près au même niveau. On a également un certain nombre de désaccords qui tournent autour de 30% suivant les terrains, avec différentes raisons, des typologies qui ne sont pas forcément appropriées en un seul atelier, des erreurs de localisation, des critères de comportement qui sont prépondérants pour les agriculteurs par rapport aux critères de caractéristiques de sol. Donc des choses qui sont encore à améliorer. Une chose intéressante aussi, si on mélange ce que je vous ai présenté tout à l'heure avec la cartographie des sols par modélisation statistique, c'est qu'on peut généraliser aussi sur un territoire les typologies des sols des agriculteurs en appliquant cette cartographie des sols par modélisation statistique, mais en prenant comme données d'entrée les localisations des sols données par les agriculteurs. Et là, on a une première ébauche de carte pédologique qui peut être intéressante à travailler par la suite. Donc voilà, les perspectives de ce travail-là, c'est d'améliorer la démarche collective de révision des typologies et de localisation après la confrontation avec les observations des pédologues. Il faut que s'instaure une véritable synergie de connaissances entre les agriculteurs et les pédologues. Loin de moi de penser que les typologies des agriculteurs vont se substituer au travail de base des pédologues. C'est vraiment un travail de co-construction et de synergie qu'il faut mettre en place. Ce travail est encore devant nous. On a des possibilités également très importantes de démultiplier ces localisations de sol, parce que si on arrivait dans une région à avoir des typologies qui soient appropriées par tout le monde, on pourrait demander à beaucoup plus de gens à localiser leur type de sol et de cette façon-là d'améliorer la connaissance collective. Donc en fait, on pourrait très bien instaurer une dynamique de connaissance des sols au service de l'adaptation des sols et au changement climatique. On pourrait vraiment faire ce travail-là. Alors j'ai terminé cette vue un petit peu rapide des choses. Alors en guise de conclusion, je voudrais rappeler que une des clés de l'adaptation de l'agriculture au changement climatique, c'est une meilleure prise en compte de la diversité des sols pour territorialiser les solutions qui sont sur l'étagère, mais qui ne sont pas forcément adaptées pour tout le monde en tout lieu. Les bases de données sols actuelles, l'effort de cartographie est notoirement insuffisant pour relever ce défi. Et donc, on a besoin de nouvelles approches pour essayer de faire ce travail. J'en ai présenté deux qui sont au stade, je dirais, pré-opérationnel et prêts à être appropriés par les agriculteurs et par les conseillers agricoles. Donc c'est la cartographie des sols par modélisation statistique et la cartographie des sols participative. Et de toute façon, ceci demande, à mon avis, un réinvestissement des organismes de développement agricole vers la connaissance et la cartographie des sols, dans une approche un peu dynamique et collaborative avec les agriculteurs et avec le monde académique. Je vous remercie de votre attention. Merci Philippe. Je vous invite à me rejoindre voilà, pour la séquence de questions et donc merci de nous rappeler que mettre les sols en avant, c'est bien les connaître, c'est mieux. Ariane. Allô. Oui, c'est bon. Une première question. Il y a au niveau européen une directive sol qui est en cours de préparation.
Il est dit que 60% des sols agricoles seraient dégradés. Est-ce que vous savez les caractéristiques qui expliquent cet état de dégradation des sols ? Oui, alors effectivement, il y a des réseaux de suivi de la qualité des sols qui sont actifs dans pas mal de pays d'Europe. En France, nous avons le RMQS, donc un point tous les 16 km², qui est revisité avec les qualités des sols. Et effectivement, on se rend compte de dégradation de la qualité des sols en termes de taux de matière organique, en termes de tassement, en termes d'érosion. Donc effectivement, il y a des menaces qui pèsent sur les sols, qui effectivement montrent que ces sols sont dégradés, sans pour autant aller vers des visions catastrophiques, comme j'entends souvent, où on dit les sols sont morts. Non, les sols ne sont pas morts. Ils sont simplement effectivement vulnérables et il faut faire attention à les préserver. Une autre question sur comment faire pour améliorer l'infiltration de l'eau dans les sols. Qu'en est-il des différentes techniques? Alors, évolution de pratiques agricoles, techniques qui relèvent de l'hydrologie régénérative et produits vendus dans le commerce pour améliorer la rétention en eau des sols. Alors, on est un petit peu dans le monde de la recette, mais d'une façon générale, effectivement, il faut préserver l'infiltration de l'eau et les pratiques culturales de surface ont énormément d'importance par rapport à ça. Et la vie biologique également, qu'elles amènent ou qu'elles suppriment, a également beaucoup d'importance. Donc, on sait, je vais rappeler des choses qui sont connues de tout le monde, c'est-à-dire qu'il n'est pas bon de laisser un sol nu parce que ça fait des risques de battance. Encore une fois, pas pour tous les sols, surtout pour des sols très limoneux. Vous avez d'autres exemples, il faut effectivement ménager une continuité hydrique entre la pluie qui tombe et puis les horizons profonds, grâce à une activité biologique des horizons de surface très intéressante. Donc tout ça, effectivement, c'est des choses très intéressantes. Pour aller dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, tout n'est pas facile. Parce que si par exemple, je vous dis, dans les vignes en Languedoc, il faut enherber, parce qu'enherber, ça va être super pour infiltrer l'eau. Oui, mais enherber, ça va constituer une concurrence par rapport à l'eau. Et donc, ceux qui enherbent dans des sols qui sont avec des réserves en eau trop faibles vont avoir de gros problèmes. Donc, encore une fois, c'est le typique d'une mesure qui ne doit pas être simplement généralisée sur l'ensemble. Quant aux solutions technologiques, je ne suis pas très compétent là-dedans, mais je serai très méfiant et encore une fois, je ne le ferai que après bien connaître le sol et ses limites. Et une dernière question, alors je ne sais pas si on peut y répondre très rapidement, mais en quoi le changement climatique en cours fait évoluer la pédogénèse et au sens large la dynamique d'évolution des sols? Alors c'est une question assez vaste que certains, ça fait partie des recherches en cours, puisqu'en fait on a très peu de recul là-dessus. Il est sûr que les climats changent. Et donc, le climat est un facteur important de la formation des sols. Et donc, forcément, il va y avoir des répercussions sur la pédogénèse des sols. Au temps que l'on vit, c'est-à-dire au temps du siècle que mes collègues climatologues ont présenté, je ne pense pas que l'évolution stricte du climat soit le facteur le plus important par rapport au changement du sol. C'est bien l'homme qui détient encore dans ses mains les facteurs de changement du sol les plus importants. Merci Philippe.